Le projet Callistos est un projet de logement social dans la commune de Bègles, avec comme maîtrise d'ouvrage Mesolia Habitat. On remercie d'ailleurs la ville et aussi la maîtrise d'ouvrage qui ont particulièrement nous a vraiment fait confiance sur ce projet et on a été assez libre de nos pensées. Voilà, on est dans le contexte d'une ZAC qui est la ZAC de la mairie et c'est le premier projet qui initie la construction de cette ZAC. Donc un contexte assez particulier parce que le reste n'existe pas pour l'instant. Et c'est un projet qui se constitue de 3 bâtiments. Alors un premier bâtiment qu'on voit derrière qui est le bâtiment A, un deuxième bâtiment qui est un plot carré et un troisième bâtiment qui n'existe pas aujourd'hui parce que c'est des bureaux qui n'ont pas trouvé acquéreur pour l'instant. Voilà, donc un contexte un peu particulier, avec une implantation un peu particulière aujourd'hui, avec des choses qui sont à venir. Donc notre idée principale, c'est que on avait un grand terrain qui était assez beau il s'agissait, enfin la mairie avait la volonté de vouloir faire un jardin traversé par les habitants qui soit ouvert sur la ville. Donc l'objectif a été sur ce territoire d'implanter les bâtiments pour dégager le plus grand jardin possible, sans clôture, traversé par des passages piétons ouverts sur la ville et à la fois d'implanter les bâtiments de manière à répondre aux questions bioclimatiques pour que le maximum d'appartements soient bien orientés. Et donc effectivement on a implanté ce bâtiment tout en longueur sur la rue de l'Allée Boyer avec cette façade qui est orientée plein sud et donc le maximum de logements orientés au sud avec les salons qui donnent côté sud et puis une coursive distributive côté rue pour desservir les pièces qui sont plutôt privatives, j'entends par là les cuisines, les chambres, etc., de l'autre côté. Avec aussi l'idée que derrière l'Allée Boyer se développera un secteur tertiaire, donc un environnement plus bruyant, et ce bâtiment vient faire un peu un fond de scène de ce jardin qui est un peu plus tranquille. Avec l'idée aussi qu'il y avait pas mal de parking à mettre en place et que pour préserver ce jardin, avec le peu de moyens qu'on avait, parce que les budgets étaient quand même très serrés, on a fait un parking semi-enterré, qui permet de contenir un petit peu les voitures et puis de donner une légèreté au bâtiment et une traversée visuelle du bâtiment. Ensuite, une fois que ce bâtiment est implanté, il nous reste encore de la surface à aménager et donc on vient utiliser le deuxième angle du terrain par un plot carré qui se trouve ici. Et donc ce plot, on a voulu lui donner des qualités bioclimatiques différentes parce qu'il était impossible de donner le sud à tout le monde. Donc on a implanté 4 appartements à chaque niveau de telle manière à ce que chaque appartement ait un angle et soit bi-orienté. Donc tous les appartements sont bi-orientés et bénéficient ici de jardins divers aux angles. Et puis n'existe pas un troisième bâtiment qui vient se lover dans la pointe du terrain et qui est triangulaire et qui accueille des bureaux, qui sera dans la même matérialité que l'ensemble des autres bâtiments, avec donc cette idée de vouloir unifier l'ensemble des bâtiments dans leur matérialité, mais que chacun des bâtiments a sa propre identité et développe ses propres logiques par rapport à ces questions d'implantation. Pour la conception même des bâtiments, une fois que ces éléments-là sont posés, on a mis en place un principe qu'on met de manière assez fréquente dans nos projets, c'est-à-dire qu'il y a la volonté de régler toutes les questions constructives et normatives qui sont très lourdes dans le secteur du logement de manière très rationnelle, c'est-à-dire qu'on fait un bâtiment qui est rectangulaire, qui est efficace, qui répond parfaitement aux normes des surfaces qui nous sont demandées
qui sont dans une construction qui est optimum. Et puis, une fois qu'on a réglé ces questions constructives lourdes, on essaye de dégager des échappatoires, en fait, des échappatoires à la fois techniques, esthétiques et constructifs par les espaces extérieurs. Et donc on met en place des espèces d'arbres dans lesquels viennent se nicher des terrasses. C'est donc un élément qui est libre des questions constructives, puisqu'il n'y a pas de question d'étanchéité, il n'y a pas de question d'isolation, etc. Donc on peut jouer avec ces éléments-là. Et à la fois on a la volonté de rester neutre dans les appartements parce que voilà, les pièces carrées c'est facile et rectangulaires c'est facile à aménager, le blanc ça convient à tout le monde, etc. Il y a une espèce de norme comme ça qui se met en place. Autant sur les espaces extérieurs, on se dit que c'est l'espace de liberté, c'est l'espace de l'imaginaire et que voilà, c'est l'occasion de prendre des échappées. Donc on propose à chaque habitant d'avoir une terrasse qui fait à minima 12 mètres carrés, ça peut aller jusqu'à 24 mètres carrés, et on a une disposition un peu particulière parce qu'elles s'implantent en quinconce les unes par rapport aux autres pour gérer les questions de vis-à-vis entre terrasses. Les bois qui sont posés de manière un peu aléatoire comme des nids sont assez hauts pour justement éviter les vues plongeantes de voisin à voisin. Et sont aménagés une espèce de tablette qui vient faire comme un bar longitudinal qui peut prendre de différents usages comme ça peut être l'endroit de l'apéro, le bureau, etc., l'endroit où on met des plantes, etc. Donc juste, on initie une petite histoire comme ça. Et puis les appartements du rez-de-chaussée ont des jardins privatifs, il y en a 3, l'un est occupé par l'entrée, qui sont protégés par des haies arbustives. D'abord, c'est un site spectaculaire. Ce qui nous a frappé quand nous sommes arrivés pour la première fois, c'était évidemment la vue panoramique sur le fleuve, la Garonne, mais encore plus la présence incroyable du pont de l'Aquitaine qui fait 60 mètres de haut et qui se trouve juste au sud de notre site. C'est ce rapport avec ces paysages qui était vraiment le début du projet. Le plan d'aménagement proposait des bâtiments linéaires les uns derrière les autres, ce qui empêchait la vue vers le paysage, mais qui faisait en sorte qu'on regardait plutôt le voisin que le paysage. Ça nous a amené à retravailler complètement la forme du bâti, la géométrie. On s'est arrêté devant cette forme qu'on voit aujourd'hui, un peu en fractal ou en scie. Et cette forme a deux objectifs. Premièrement, optimiser la vue, donner une vue sur le fleuve et sur le pont depuis chaque logement, et aussi de réduire le vis-à-vis entre les logements. Avec cette forme très particulière, on a créé 26 logements. Chacun des logements sont différents, il n'y a pas deux identiques. Ce rapport avec le paysage se reflète aussi dans la coupe qu'on a dessinée tout au début, où l'idée était d'avoir essentiellement des duplex, des triplex, des grands volumes, et de faire des parois vitrées sur cette grande façade, sur cette grande développée devant la Garonne, et de faire des parois vitrées qui se retournent en toiture pour que depuis chaque logement, on a cette relation contre-plongée avec le ciel et le pont. C'est une idée un peu cinématographique presque qui était le départ de la coupe. Aujourd'hui, on a au rez-de-chaussée des simplex et au niveau supérieur que des duplex, des triplex. Les logements sont très grands, exceptionnellement grands, et
des surfaces très variables, des T2 entre 50 et 92 mètres carrés. On retrouve par exemple, on a un T2 qui fait 92 mètres carrés avec 47 mètres de terrasse. On a un T4 qui fait, en triplex, qui fait 168 mètres carrés avec aussi une grande terrasse. Tous les logements sont traversants. Les deux façades, la façade rue et la façade Garonne, sont très différentes. La façade Garonne, comme j'ai dit, est très vitrée, très ouverte, avec ces grandes parois qui se retournent en toiture. Elle contraste avec la façade rue qui est plutôt fermée, qui fait une espèce de tampon acoustique, un écran qui protège le paysage du fleuve, qui a des ouvertures plutôt petites, relatives aux fonctions qui se trouvent derrière, des salles de bain, quelques chambres, des cuisines, et qui est desservie par au rez-de-chaussée des plâtelages en bois et aux étages supérieurs des coursives. Néanmoins, on voulait rendre le paysage du fleuve présent et visible. On voulait faire des rappels même depuis la rue. Donc on a créé une série de percées au rez-de-chaussée qui s'ouvrent vers en coupe et en plan vers le paysage du fleuve et qui sont revêtues d'un inox rectu brillant sur les deux murs latéraux, mais aussi en faux plafond pour refléter le paysage et la lumière. De la même façon, au dernier étage, le volume est très fractalisé pour créer des terrasses entre les différents plots. Des terrasses avec des vues dégagées sur tout le paysage, des deux côtés d'ailleurs. La façade Garonne, c'est un bâtiment assez foncé, noir, et on a cherché des rappels avec la couleur, la texture, la matérialité du pont. Sur la façade Garonne, on a créé des rappels programmatiques. Chaque typologie d'appartement a sa couleur. Les ouvrants, les menuiseries de fenêtres ont des couleurs propres à la typologie. Les simplex ont des ouvrants en aubergine, les duplex en jaune citron et les triplex en vert pâle. Ça crée des détails ou des taches couleurs sur cette façade plutôt sombre. Tous les appartements sont traversants. Ils sont dessinés depuis l'intérieur vers l'extérieur. Ici, vous voyez le rez-de-chaussée d'un triplex avec les baies vitrées qui se retournent en plafond pour cadrer la vue. Et vous voyez aussi le pont. Ici, il y a une vue depuis la mezzanine de la même appartement, le même triplex, où on voit le haut de ces grandes fenêtres, de ces grandes baies vitrées et le paysage derrière. C'est des plans essentiellement ouverts, avec des grands espaces pour jouer, travailler, être ensemble en famille. C'est un projet qu'on a fait pour le compte de la SEMCIB qui nous a retenus sur un appel à candidature pour travailler dans un premier temps sur un projet de requalification de bâtiments, de traitement d'une enveloppe thermique, de remise aux normes des logements. Ce projet s'inscrit dans un projet d'ensemble conçu sur le nord par Tania Conco, donc qui est urbaniste de l'ensemble de la zone. Donc nous, la demande par rapport à l'enveloppe, il nous est apparu assez évident et assez rapidement qu'en fait le bâtiment, les appartements qui sont plutôt bien conçus de base,
manquaient quand même d'espace extérieur. Ils avaient juste un petit balcon d'1 mètre carré, et donc très peu d'ouverture sur l'extérieur. Donc la problématique en fait de la protection contre le soleil, de la protection de l'enveloppe thermique nous a amené à un moment donné à imaginer de créer une seconde pièce par rapport à ces appartements. Donc l'idée d'avoir, en fait, de gérer un entre-deux, quoi, de gérer des grandes terrasses, de gérer des loggias. Donc c'était en fait, on va dire, double demande à un moment donné qui nous est apparue évidente, c'est-à-dire créer des espaces extérieurs plus importants pour les appartements et gérer une façade qui fonctionne en fait comme un espèce de régulateur thermique. Donc on a fait une série d'essais, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pouvait détacher une paroi de la façade, est-ce que c'était vraiment une deuxième façade, est-ce que c'était un autre bâtiment, enfin quelle pouvait être l'attitude aussi par rapport à ce bâtiment existant. Donc on a fait le choix de créer un autre bâtiment, qui est un bâtiment de loggia, qu'on a appelé aussi étagère verticale, qu'on a appelé jardins verticaux. Plusieurs noms ont été donnés en fait à ces espaces qu'on a créés. Et ensuite on a essayé de hiérarchiser les niveaux, mais on les a hiérarchisés par rapport aussi au projet d'ensemble de Tania, qui à un moment donné crée un niveau de référence, un rez-de-chaussée un peu haut. Et nous, on est contraints ici par des hauteurs relativement faibles, donc le simple fait de libérer les rez-de-chaussée ne suffisait pas, il fallait qu'on crée autre chose, d'où en fait un premier niveau fait avec des piliers en béton, pour rappeler en fait un sous-bassement, pour créer un sous-bassement et sur lequel on vient construire ensuite ces étagères en bois. Le bois, c'est du pin Douglas, classe 4, qui a été conçu avec une entreprise qui s'appelle Satob, qui a vraiment joué le jeu effectivement d'une structure un peu innovante à construire sur ces espèces de tables en béton qu'on avait mis au préalable. Donc il y a eu un travail très intéressant à faire ici avec l'entreprise. Ensuite, il y a ces lames de bois verticales qui qualifient, en fait, qui donnent en fait cette nouvelle façade. Il y avait une volonté donc de gérer des apports solaires, de réduire les apports solaires quand il fait très chaud, puisque ces façades sont toutes exposées, on est soit au sud, soit à l'est. Et donc en fait, il y a l'idée aussi de créer des intimités sur ces loggias. Il faut savoir que ces loggias, elles font entre 15 et 20 mètres carrés, c'est quand même de grands espaces. Donc il y a les endroits où les lames de bois sont plus resserrées, sont des endroits en fait plus intimes sur la loggia, où aussi les gens peuvent y stocker quelques éléments s'ils le veulent. Et là où on est plus lâche, au contraire, c'est pour donner des vues, continuer à faire entrer évidemment de la lumière. Et pour qu'on s'y sente évidemment à l'aise. La grosse difficulté voilà, de ce projet, c'est de faire rentrer les habitants dans le jeu du projet justement. C'est-à-dire qu'en fait on est en site occupé là. On a rénové des appartements, une cinquantaine d'appartements qui sont tous occupés. Donc il a fallu faire ce chantier pendant que les gens vivaient ici. On a fait aussi de la concertation, on a présenté le projet. Donc il a fallu que les gens se l'approprient. Et ce projet ne peut exister que si les gens le comprennent et si les gens en fait en prennent vraiment possession. Je dis ça pourquoi? Parce qu'effectivement le fait d'avoir mis ces loggias, pour avoir des grands espaces, ces espaces à un moment donné sont contigus. Donc à un moment donné, donc, il y a une cohabitation entre personnes, entre habitants. Et cette cohabitation, elle n'est pas toujours évidente. Donc il faut qu'aujourd'hui, ici, les gens réapprennent aussi à se parler et à communiquer. Il y a une espèce de transversalité qu'on a mis en place qui n'existait pas forcément initialement, quoi, au début. On est passé de petits balcons d'1 mètre carré, donc en fait où les gens donc vivaient véritablement chez eux, à de véritables espaces extérieurs, où là maintenant il y a une cohabitation qui existe et il faut que les gens puissent donc s'approprier ces espaces et il faut qu'ils puissent habiter ensemble, ce qui n'est pas toujours facile à faire, quoi. Après, ça c'est vraiment l'élément fort du bâtiment. À l'intérieur, il y a donc dans la cour qui initialement était un jardin et qui maintenant va devenir un véritable espace urbain, mais qui va prendre corps lorsque l'ensemble du projet urbain sera mis en place. On a implanté là en rez-de-chaussée les bureaux de la SEMSIB, qui était notre maître d'ouvrage sur cette opération. Et l'idée là, c'est d'apporter
dans cet îlot en fait une activité, une vraie activité, c'est-à-dire ne pas faire que du logement, mais qu'il y ait aussi une activité extérieure, de façon à ce qu'il y ait un vrai mélange de programmes. Les rez-de-chaussée ont été vidés des appartements. Il y avait des appartements, ils n'y sont plus, on les a remplacés par des locaux d'activité. On a créé des porches aussi pour créer des liaisons entre le cœur d'îlot, cette future place urbaine, et les alentours. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas encore correctement parce que le projet n'est pas terminé, ça fonctionnera demain. Tous les éléments sont mis en place pour que le projet prenne entièrement toute cette dimension le jour où l'intégralité du quartier sera terminée. Ensuite, on a géré, pour revenir sur le bâtiment, on a traité une enveloppe extérieure avec une isolation thermique par l'extérieur. On a remplacé les menuiseries, on a mis des menuiseries au nu extérieur, c'est-à-dire qu'en fait on a rendu très abstraites les façades. C'est-à-dire qu'en fait on a redonné une écriture moderne au sens architectural du terme. On a redonné cette écriture à ce bâtiment. Il était bariolé de toutes les couleurs, maintenant il est plutôt blanc, plutôt crème, il a des couleurs très douces et il a une écriture qui est très sobre. Et cette écriture qui est ni plus ni moins que l'architecture d'origine qu'on a essayé de révéler. Voilà, quoi dire d'autre, que ça a été une expérience intéressante, pas facile. Travailler en site occupé, c'est pas simple. Les habitants ont été mis à contribution évidemment. Il a fallu qu'ils supportent le chantier. Mais globalement, c'est une expérience qui a été extrêmement intéressante et enrichissante. Et j'espère véritablement qu'aujourd'hui, les gens se sont suffisamment appropriés ces espaces pour pouvoir se sentir bien chez eux, parce que c'est d'abord pour eux qu'on a fait ce projet. Comment faire la surélévation de cette maison? Le PLU autorise 6,50 m. La maison fait 5,50 m. Donc ça veut dire qu'on a 1 mètre de plus pour placer quelque chose qui va surélever le toit. Et donc tout l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on dessine à cet endroit-là. On a rencontré les services de la ville, d'autres architectes s'étaient un peu cassés les dents sur le sujet. Et avec les services, on a provoqué des réunions qui petit à petit ont fait germer l'idée de construire, et j'ai fait avec la main comme ça une espèce de geste pianotant, construire quelque chose qui allait s'accorder avec, vous voyez, les sculptures, les frises qui sont déjà là sur la maison. La maison n'avait pas été ravalée, donc bon, on sentait qu'il y avait un potentiel pour à nettoyer. Et donc ce petit geste comme ça, en fait, on a fait un relevé très précis de la façade pour soumettre ce dessin au service. Et puis on a introduit, voilà, cette espèce de courbure et dessin d'œil, voilà, à cet endroit-là. Alors le chiffre 7, on ne sait pas, c'est un peu symbolique, les 7 jours de la semaine, ça peut être les 7 notes de musique, ça peut être les 7 muses, où il y a plein, le chiffre 7 il est terrible, il y a plein de choses. Et c'est aussi le 1 plus 6 du 106. Donc voilà, ça, tout d'un coup, ça s'accordait là. Et quand on a vu les déformations de la maison, parce qu'il y a un côté, c'est plus petit que l'autre. La porte d'entrée, en fait, ne révèle que l'entrée à cette porte, pas l'autre. L'autre masque une partie de la chambre qui s'avance jusque-là. Donc on a continué la déformation. On s'est dit, on va replacer un oculus au centre, puis on va répartir de chaque côté, on va dire, les trois restants. Alors d'un côté, on en a 3 petits, et puis de l'autre, 3 plus grands. Et à ce moment-là, tout à l'heure, on a vu une prise de vue où la déformation perspective, en fait, annule tout ça. Mais quand on est bien en face, on se rend compte de cette différence. Mais tout ce jeu-là, ça a été nous de le dessiner, et en même temps après de le passer aux entreprises pour que ce dessin se réalise dans des objets et puis se monte sur le chantier et se place exactement comme on l'avait prévu. Là, on a pris, là c'est un endroit intéressant parce que on voit
qu'il se passe quelque chose dans la façade, ou justement peut-être qu'on ne voit pas qu'il se passe quelque chose dans la façade. Mais là on voit très bien qu'on a donc rajouté un diadème à la maison. Nous on s'est servi de cette frise en pierre, on s'est servi du relevé de la façade pour venir caler, on va dire, ces petits yeux au-dessus du toit. Et donc là on voit que on va dire que ça se pose d'une façon très, très simple sur la corniche en pierre. Le zinc, en fait, il fait un petit masque autour de l'œil. C'est comme un petit masque vénitien. Voilà, au-dessus, il y a une petite vague qui s'avance pour lui faire une paupière, et puis en même temps qui recule pour lui faire, comment dire, pour faire un creux. Nous sommes sur une façade nord, donc c'est une façade qui ne reçoit jamais de soleil. Et on voulait que le soleil du sud, lui passe par-dessus. Ça passe par-dessus pour capter le plus possible, on va dire, la couleur de la pierre. C'est pour ça qu'il y a des surfaces convexes et concaves. C'est pour, on va dire, choper, entre guillemets, la couleur de la pierre. Et ce zinc, il sert on va dire, à se colorer, comme ça, tout doucement, avec l'ambiance au creux de ces pierres de Bordeaux qu'on retrouve partout. Et cette alliance, on va dire, zinc-pierre, c'était quelque chose qu'on a tout de suite vu, on va dire, au cours de nos conversations avec les services de la ville. Alors, pour les clients, monsieur et madame Campagne, cette façade-là n'a pas été révélée tout de suite. Bien sûr, ils avaient les plans, la maquette et tout ça, mais on va dire que le chantier, en fait, a fait que cette façade n'a été livrée qu'en dernier. Ben ici, on est dans une chambre, c'est devenu une chambre d'enfant. Et on est donc de l'autre côté de ces yeux qu'on voit de l'extérieur. Et on a voulu qu'ils soient un peu tous reliés ensemble pour faire comme un grand rayon de lumière dans la pièce. C'est une façade nord, donc on n'aurait pas eu trop justement de rayons de soleil qui rentrent. Donc l'idée, c'était de donner à voir, de faire un garde-corps et de donner à voir, on va dire, les toits de Bordeaux, les maisons voisines. Et puis en même temps, ça donne une intimité derrière ces petits yeux qui regardent la rue. Après, c'est symbolique, je suis un peu ici parce que c'était avec le maître d'ouvrage, monsieur Campagne, on s'est retrouvés sous les toits et on s'est dit, mais voilà, il va falloir quand même inventer quelque chose pour franchir cette barrière de construire quelque chose dans 1 mètre de haut pour cette façade. Et qu'est-ce que ça va donner à l'intérieur? Comment on va réussir à donner on va dire une nouvelle vie à cette maison pour que cette famille puisse se développer et rester et s'épanouir dans cette maison. Et c'est par le jeu de ce dessin qui a, on va dire, franchi les étapes. Et on a entendu tout à l'heure le métallier en parler très 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 bien. Et on a franchi les étapes et on a construit cette frise. On rajoute comme un petit diadème à la maison. Et en même temps, on voulait que de l'intérieur, ce soit aussi quelque chose qui me donne un nouveau regard un peu contemporain sur la ville. Donc ça on n'en trouve pas dans toutes les maisons bordelaises. Voilà. Et on était très contents d'avoir réussi ça. Et ça, c'est le plâtrier qui a fait ça. Il a suivi mon dessin, mais après, le voir faire la mise en œuvre, et puis me rappeler et me dire, vous voyez, je vous ai rajouté ces petits arrondis, parce que c'est plus joli dans le dessin, ça passe mieux. Voilà, c'est l'objet un peu de ces travaux qui sortent de l'ordinaire, et qui, dans l'économie d'un projet, passe très bien, parce que absorbé on va dire, dans le coût des travaux, et en même temps, on a plein de petites histoires et de petites finesses qui viennent là et on fabrique quelque chose qui est là pour, on espère, beaucoup plus longtemps que nous. Voilà. Et ça fait l'histoire de la maison. Le projet du ponton d'honneur de Bordeaux est né tout d'abord de la volonté de la ville de redynamiser le fleuve et la Garonne
Elle a lancé pour cela une consultation pour un ponton, un grand ponton, le plus grand d'Europe, et auquel nous avons répondu en partenariat avec des bureaux d'études, le bureau d'études CIMAR, et nous avons remporté le marché. Voilà, ce ponton, la programmation était assez complexe au départ, puisqu'il fallait qu'il puisse accueillir une multitude d'embarcations, c'est-à-dire pouvoir accueillir des voiliers jusqu'à 900 tonnes pour les plus grands, comme le Belém, mais aussi pouvoir permettre des événements comme la traversée de la Garonne à la nage, ou pouvoir accueillir des jet skis, des plus petites embarcations, des stand-up paddle ou des choses comme ça. Donc là était vraiment la complexité de trouver le fonctionnement de ce ponton pour pouvoir accueillir tous ces types d'embarcations. Donc un des enjeux, c'était de répondre à cette programmation complexe qui demande un équipement très grand, 160 mètres de long, on l'a dit. Donc c'est un équipement de portuaire traditionnel, mais qui a la particularité de devoir s'insérer dans une ville inscrite au patrimoine de l'UNESCO, devant une façade classée 18e, la façade des quais qui est très connue. Donc l'objectif qu'on s'est fixé en premier, c'était de travailler en partenariat avec les bureaux d'études et voir comment est-ce que le projet allait pouvoir s'insérer dans ce contexte-là et être un élément de transition doux entre l'eau, le monde de l'eau, la Garonne, et l'urbain, cette façade des quais, dans le prolongement du travail qui avait déjà été élaboré par Michel Corageau. Donc oui, cette première réflexion était vraiment les ouvrages portuaires traditionnels de pontons d'accueil sont plutôt réalisés en aluminium, ce qui entraînait des sections très importantes d'un point de vue technique, des ouvrages très imposants. Et tout de suite, l'acier est devenu vraiment un matériau qui s'imposait pour la réalisation de ce ponton et pour vraiment toutes les études techniques. L'acier, pourquoi? Pour réussir à diminuer, je dirais, l'impact des passerelles et leurs dimensions, quoi. C'est-à-dire que une section d'aluminium qui, pour une portée de 35 mètres, aurait atteint des distances de 2 mètres de haut, 2 mètres 50, on a réussi avec les ingénieurs, en travaillant sur une version acier, à réduire ces sections et à s'imposer comme hauteur 1,10 m, qui est la hauteur du garde-corps des quais, comme étant une constante à ne jamais dépasser pour pouvoir, au long du parcours, qu'on arrive du ponton ou qu'on parte des quais, le long des passerelles, être toujours à bénéficier d'une vue sur le site, sur le pont de pierre, avec des garde-corps qui ne dépassent jamais 1,10 m. Cette finition en acier nous a également permis de proposer un revêtement en peinture particulier qui est le gris 900 sablé, qui rappelle la teinte ardoise des quais, des façades des quais, qui est une teinte mate et qui se fond bien dans le paysage. Ça a été très compliqué parce qu'en général, les ouvrages en milieu maritime reçoivent une peinture brillante. Donc ça, il a fallu aussi faire des recherches spécifiques. Un autre point important dans les intentions du projet ont été dans l'intention de conforter cette continuité du quai vers le fleuve, de déporter un petit peu l'implantation du projet, c'est-à-dire de proposer un belvédère sur le pont de pierre, prolonger le quai et du coup faire en sorte que le garde-corps du quai devienne celui des passerelles du ponton qui ensuite nous mène sur le ponton, sur l'embarcadère directement. Donc ça, ça a été un ensemble de propositions qu'on a faites après avoir travaillé avec les bureaux d'études, en partenariat avec la maîtrise d'ouvrage. On s'est tous mis d'accord sur un parti pris d'implantation et des solutions techniques qui donnent aujourd'hui ce résultat. Un autre gros enjeu du projet, c'était bien sûr cette contrainte qui est la Garonne et les 7 mètres de marnage. Il fallait que le projet s'intègre aussi bien à marée haute qu'à marée basse dans son insertion urbaine et dans son contexte, mais également par rapport à sa fonctionnalité, c'est-à-dire que la contrainte liée aux personnes à mobilité réduite a été aussi un enjeu important. Les pentes sont assez douces, c'est pour ça qu'à l'arrivée de la passerelle, on a une rampe fixe qui permet de continuer à accompagner les usagers. Donc ça, c'était deux enjeux importants. Donc pour répondre à cette question du marnage aussi, le ponton est guidé par un ensemble de 10 ducs d'Albe qui sont les pieux que l'on voit et qui permettent à l'ensemble des éléments d'évoluer, de monter et descendre au gré des marées. Structurellement, le ponton est constitué de 5 éléments construits en acier, assemblés entre eux, dont l'élément central contient l'hydrolienne. Donc ce projet d'hydrolienne, porté très fortement par la mairie, par la ville de Bordeaux,
est une première nationale, puisque l'idée était donc de produire de l'énergie électrique en utilisant le courant des marées. Le bureau d'études Énergie de la Lune s'est associé à nous et la ville de Bordeaux pour mener à bien ce projet et mettre en place cette hydrolienne qui a été fabriquée par une jeune entreprise de La Rochelle, Ecocinétique. Donc on a voulu pour l'ensemble de l'ouvrage, que ce soit depuis les quais jusqu'au ponton, un revêtement uniforme. Donc on a un platelage bois en banquirail avec un calpinage étudié qui se prolonge tout le long de l'ouvrage. Et effectivement, pour un tel ouvrage si technique et à la fois avec de tels enjeux d'insertion, on peut vraiment dire qu'il n'y a pas eu de frontière entre architecture, ingénierie et le savoir-faire aussi des entreprises. Le tout pour essayer de proposer une réponse unique qui se veut être le trait d'union entre deux mondes, le monde de l'eau et le monde l'urbain.